Cette délibération étant votée, je demande à Madame Legnaud de présenter de manière synthétique la deuxième délibération de son chapitre. La deuxième délibération concerne l'opération Borde Blanche. Alors, Borde Blanche faisait partie des sites proposés à Dessine-moi-Toulouse dans le cadre de l'appel à projet Dessine-moi-Toulouse. Et c'est une résidence intergénérationnelle à fort lien social qui a été proposée sur ce foncier. Donc c'est une réalisation assez exemplaire dans la mesure où elle a été étudiée avec l'ensemble des partenaires, notamment des associations de quartier et du comité de quartier. C'est une opération qui comprend 100% de logements accessibles à tous, et notamment aux personnes à mobilité réduite, et cela va même au-delà de la réglementation actuelle en vigueur. Et c'est une réalisation, je crois, qui est la première réalisation de Dessine-moi-Toulouse. Et je vous propose donc d'approuver la cession du foncier à l'opérateur qui est Patrimoine, pour la réalisation de cette résidence. Merci. Oui, Madame Morin. Qui c'est qui s'exprime là? C'est Madame Morin. Oui, Monsieur le maire, Mesdames, Messieurs, chers collègues, comme je l'ai indiqué en commission, je trouve que dans les projets de Dessine-moi Toulouse, celui de Borde Blanche est de très bonne qualité. Ce qui pose problème, c'est la politique métropolitaine de développement des habitats dits inclusifs au lieu d'une politique de conception universelle du logement avec des objectifs d'accessibilité ambitieux. En effet, cela sous-tend une politique d'institutionnalisation qui ne dit pas son nom et qui a et aura pour résultat que personnes âgées, personnes en situation de handicap et plus largement les personnes à mobilité réduite continueront de ne pas pouvoir choisir le logement dans lequel elles veulent vivre. Concrètement, ces personnes n'auront d'autre choix que les quelques logements dits inclusifs qu'on voudra bien leur réserver. Alors, de prime abord, construire X% de logements adaptés, 10% de logements accessibles aux besoins des personnes, des X% de personnes à mobilité réduite, ça peut effectivement paraître logique. Mais cette approche ne prend pas en compte l'aspect du droit à la vie sociale, à la convivialité, à la possibilité de rendre visite aux parents, aux amis, aux collègues. De même, si l'on raisonne via la théorie microéconomique, ce choix politique réduit drastiquement l'offre proposée à la personne à mobilité réduite, ce qui entérine une inégalité avec la personne valide. Cette dernière ayant donc des possibilités de choix bien plus grandes. On isole donc dans des ghettos et on prive de vie sociale en refusant que tous les logements soient accessibles. Et si nous en sommes là, c'est parce que la loi Elan a supprimé l'obligation de 100% de logements accessibles, sachant que cette obligation ne concernait que les rez-de-chaussée et étages desservis par ascenseur. L'exposé des motifs de la loi Elan, arguant d'un renchérissement important du coût de la construction à cause de la réglementation accessibilité. Cette loi a donc modifié cette obligation en prévoyant, pour les rez-de-chaussée et les étages desservis par ascenseur, 20% de logements accessibles et 80% de logements évolutifs. Ces derniers étant censés devenir accessibles par des travaux simples. Or, le surcoût dans de l'accessibilité dans le neuf, c'est moins de 1%. Et ce n'est pas moi qui le dis, mais un rapport de la Banque mondiale. Nos associations qui ont combattu l'article 18, devenu 64 de la loi Elan, ont toujours défendu l'intérêt de faire des logements évolutifs, sous réserve qu'ils soient aussi accessibles, arguant du fait que rendre accessible après coup est un non-sens sur le plan technique et économique. L'histoire a donné raison à nos associations, puisque le cadre réglementaire oblige finalement le logement évolutif à avoir la même surface que le logement accessible, à typologie équivalente, alors que les soi-disant mètres carrés perdus à cause de l'accessibilité étaient l'argument principal de la loi. Aujourd'hui, les bailleurs et promoteurs ne gagnent pas de mètres carrés en plus, mais ils doivent payer les travaux pour rendre accessible. Donc la seule solution, c'est de faire
que tous les logements soient construits accessibles dès le départ pour ne pas générer de surcoûts ultérieurs. Et je vais vous livrer une petite anecdote pour finir. Ce sont les Anglais qui, pour les JO de 2012 à Londres, après avoir voulu initialement faire des studios spécifiques pour les athlètes paralympiques, se sont rendus compte qu'il était finalement moins coûteux et plus simple, sur le plan technique, de construire tous les studios sur le même modèle, accessibles pour l'ensemble des athlètes, valides et paralympiques. Vous n'êtes pas sans savoir que le souhait de la majorité de nos aînés, c'est de pouvoir continuer à vivre chez soi et de ne surtout pas finir en institution. De même pour les personnes en situation de handicap, qui aspirent majoritairement à une vie autonome dans un lieu de vie choisi et non imposé. Monsieur le maire, vous êtes un homme pragmatique. En tout cas, vous vous affirmez comme tel. Alors je vous invite à dépasser votre grille de lecture idéologique et à faire preuve dans cette affaire de pragmatisme. C'est pourquoi nous vous demandons, comme je l'ai soumis à la commission ville et à celle de la métropole, urbanisme et habitat notamment, un groupe de travail transversal sur la grille des indicateurs d'accessibilité pour les opérations de logement neuf ou en acquisition-amélioration, qui permet de prétendre à l'obtention de majoration locale des loyers au titre de l'accessibilité des logements si le maître d'ouvrage s'engage à remplir certains critères. Groupe de travail pour reprendre aussi la charte pour l'accessibilité et la qualité d'usage des logements sociaux. Il s'agira de reprendre les documents existants comportant de nombreuses erreurs techniques et réglementaires, comme je l'ai démontré dans un document argumenté techniquement et juridiquement en novembre 2019. Alors dépassons les logiques partisanes pour construire ensemble, accessible à tous, sans produire de surcoût. Je vous remercie. Bien, votre déclaration n'était pas relative à cette délibération. Vous avez souhaité profiter de cette délibération pour nous inviter à avoir une réflexion plus large sur le sujet. Je crois que c'était utile, effectivement. Donc, les adjoints concernés en ont pris note, l'adjointe à l'urbanisme, l'adjoint au logement, l'adjointe au permis. Et donc, je crois effectivement qu'on doit être très attentif à cette question. Après, évidemment, la loi est la loi. Je mets aux voix cette délibération. Ah, pardon, oui, monsieur Non, simplement pour vous faire savoir que je ne participerai pas au vote sur cette délibération. Très bien. Et madame Fella Halal m'a fait savoir qu'elle aussi se déportait pour des raisons juridiques. Donc, je mets aux voix cette délibération qui ne participe pas, outre les deux collègues mentionnés. Qui s'abstient? Qui vote contre? C'est adopté.